très nombreux pour vous inscrire, ce qui veut dire que le sujet attire toujours. Je peux vous affirmer, pour moi, la fatigue chronique, enfin du moins l'approche et l'apport du profil Proteomics dans le problème de la fatigue chronique, ça a été pour moi aussi un eye-opener, hein, ce qui m'a ouvert les yeux quand j'ai débuté avec les méthodes début des années 80, hein, parce que les fatigués chroniques, on a assisté à la première vague, hein, la première foulée de fatigués chroniques pendant cette période. On a eu, grâce au profil, de mettre en place une stratégie aussi bien diagnostique que thérapeutique. Je me rappelle également un peu plus tard, les années 90, quand nous avons assisté pour la première fois avec le groupe et le laboratoire au grand congrès annuel de Baden-Baden en Allemagne. Là aussi, je crois que c'était 96. Là aussi, la fatigue chronique était notre premier sujet que nous avons présenté devant la grande audience. Bon, alors ne tardons pas et allons-y. Bon, donc, la fatigue chronique, elle se situe dans ce vaste ensemble de ce qu'on pourrait appeler les syndromes de déficience énergétique. Hein, vous avez là en haut à gauche, hein, la fatigue chronique avec des symptômes très réels mais très vagues. Hein, troubles du sommeil, troubles de concentration, vertige, intolérance vers le froid, la chaleur, gonflement des ganglions lymphatiques, etc., etc., des plaintes gastro-intestinales. Enfin, la ligne est interminable. D'autre part, c'est beaucoup plus récent, je crois, dans l'actualité du cabinet de tous les jours, le burn-out. Hein. Alors le burn-out, surmenage prolongé, évolution par stade, troubles du sommeil, anxiété. Alors, si vous lisez hein, ce qui a été fait chez nous ici en Belgique par l'INMI, par la Sécu, hein, des études statistiques sur ce syndrome de déficience énergétique. Hein, on a trouvé que si je ôte, je prends pas la fibromyalgie, parce que bon, fibromyalgie, hein, douleur chronique bien sûr, mais très souvent ces gens libellés de fibromyalgie sont aussi très fatigués. L'un va souvent pas sans l'autre. Mais les trois autres, fatigue chronique, dépression et burn-out, c'est un grand, et c'est pour ça que j'ai ajouté cette image, c'est un grand flou artistique. Hein, c'est très nuageux. Hein, ça se recoupe en très, très, très grande partie, ce qui veut dire qu'un patient avec un syndrome de déficience énergétique qui se présente chez un médecin va sortir d'un cabinet avec l'étiquette fatigue chronique et chez un confrère ou une consoeur va en sortir avec l'étiquette dépression. Ce qui illustre aussi que les gens qui souffrent de ce type de problème font du medical shopping, hein, voyagent d'un cabinet à l'autre, et il est presque inévitable qu'après 5, 6, 7, 8 cabinets, et j'en ai vu d'autres encore, hein, ils ont eu droit à une prescription ou même plusieurs prescriptions d'antidépresseurs, pour ne citer que cela. Alors bon, ça c'est nébuleux, hein, on est d'accord. Alors, voici une image qui a été repêchée par notre consoeur que j'aime beaucoup, Sabine Fischer, en Allemagne, hein, même si c'est mis en anglais, hein, où on a les trois grands pôles, le système nerveux, le système endocrinien, le système immunologique, mais où vous voyez des tas de flèches, hein, où il y a des interférences entre elles. Alors là aussi, on peut encore dire, bon, oui, c'est vrai, mais ça reste hein, le super système neuro-endocrinien, immunologique, etc. Ça reste quand même assez nébuleux là aussi. Mais, si on garde ce schéma de base, là, on peut déjà y coller hein, nos approches du profil protéomics en mettant, bien sûr, hein, pour tout le monde qui nous écoute et qui n'est pas nouveau dans le système, je suppose que vous serez d'accord avec moi que si on dit système nerveux, on dit quasi automatiquement lipides et lipoprotéines. Hein, et si on dit système immunologique, bon, bien sûr, le système immunologique, il a beaucoup, beaucoup de chambres. Hein, c'est une maison très, très vaste hein, où on peut mettre, nous, nos glycoprotéines. On verra tout de suite à quoi ça se réfère. Et notre test large du système humoral exogène et d'autre part le système endocrinien, c'est quand même une des découvertes aussi de la méthode protéomics où on a pu découvrir qu'il y a ce recoupage entre le système endogène, immunitaire, humoral et les stéroïdes, donc l'endocrinologie. Bon, alors
On tombe bien sûr d'office dans nos 4 grandes familles paramétriques, hein, qui constituent l'ensemble du profil protéomique. On a, et là vous le savez, c'est une répartition de laboratoire, hein, basée sur le pH isoélectrique du floccula des tests, hein. Nous avons des glycoprotéines acides, nous avons des lipoprotéines neutres, nous avons des immunoglobulines alcalines et nous avons des tests larges, hein. Alors, les deux qui nous intéressent le plus aujourd'hui, c'est bien sûr les deux premières. Il est évident qu'on va le voir tout de suite, hein, qu'on peut être fatigué, je dirais un peu de façon symbolique, des 4 couleurs séparées ou mixtes, hein. C'est certainement une réalité, mais c'est surtout les deux catégories premières, les acides et les neutres, les glycoprotéines et les lipoprotéines, qui jouent le rôle le plus important dans cette fatigue chronique. Les glycoprotéines acides, hein, démontrent la réactivité de l'immunité cellulaire. Alors, pour la tantième fois, je répète, immunité cellulaire aspécifique innée de lignée myéloïde. Donc, non pas immunité cellulaire lymphocytaire. Là, vous faites le typage lymphocytaire, c'est tout autre chose, hein. Parce que cette inflammation, cette réactivité aspécifique innée, qui se montre par les glycoprotéines acides, quand elle monte, ce sera l'inflammation. Cette inflammation est métabolique et elle est modulée de manière adrénergique par l'orthosympathique. De l'hypoprotéine neutre, hein, c'est plus que ça, bien sûr, il y a aussi du cardiovasculaire dedans, mais c'est vraiment minoritaire vis-à-vis de l'énorme partie qui importe pour les lipoprotéines au niveau du système nerveux. Donc, ils expriment la réactivité du système nerveux dans un sens ou dans l'autre, hein. Les alcalines, comme on a dit, par anticorps, la corrélation avec l'immunité humorale endogène et les tests larges. Bon, les tests larges, le nom l'indique, hein, selon la pathologie, selon le patient, selon le moment de l'évolution de la pathologie, ces tests larges peuvent changer de couleur, enfin de couleur, de façon de parler, hein. C'est pour ça qu'on les met en violet, mais ces tests peuvent adopter aussi bien, hein, la couleur verte, hein, rouge ou alcaline. Mais il y a une partie dedans qui est, elle, toujours aussi humorale, hein, donc par anticorps, mais cette immunité humorale liée à l'encontre de la bleue, liée aux interfaces qui nous séparent du monde extérieur, donc qui sont exogènes. Alors, si je reprends le même schéma, mais un peu d'une autre manière, hein, il y a les verts, les rouges, les bleus et les violets, hein. On peut avoir une augmentation de chacune de ces 4 familles. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pas là qu'on va retrouver la fatigue, hein. Attention, même souvent un patient qui va se présenter avec une plainte de fatigue, on peut être étonné de retrouver, hein, je veux dire comme exemple, par exemple, un bilan le protéomiste avec une excitation, avec une agitation, avec une augmentation de l'hypoprotéine. Ce n'est pas courant, mais, et bien sûr, il ne faudra pas le traiter de la même manière que les autres. Mais surtout, c'est l'autre côté qui nous intéresse, hein. Chacune de ces catégories peuvent baisser, hein, et on peut avoir, bien sûr, des bilans qui sont homogènes, qui ne sont que verts, qui ne sont que rouges, qui sont bien sûr à ce moment-là plus faciles à interpréter et à employer pour mettre en place une stratégie thérapeutique, mais bien sûr, on peut avoir aussi des bilans qui sont mixtes, hein. Alors, comme mot-clé dans ces catégories-là, non plus, c'est pas nouveau, hein. J'ouvre des portes ouvertes. Dans les glycoprotéines acides, je l'ai dit, c'est l'immunité cellulaire et c'est surtout le système matriciel. Le système matriciel, hein, c'est la caserne, c'est l'habitat de cette immunité cellulaire, c'est le mésenchyme intercellulaire, hein, où cette immunité trouve son habitat. Dans les bleus, ce sera surtout ces effets endocriniens qui jouent, et là, c'est surtout les stéroïdes. Mais ce plus important, hein, c'est le comportement des lipides, des rouges, hein, pour le système nerveux, hein, où on trouve bien sûr la fatigue la plus
la plus, comment dire, la plus exprimée de ce qui peut être fatigué. Quand on pense fatigue, on pense toujours d'abord aux lipides. Et finalement, ici, cette partie-là, elle est moins importante pour le diagnostic et la stratégie thérapeutique. Elle est moins importante en fréquence. Hein. Attention, quand vous serez confronté avec un bilan qui est violet-violet, hein, et si le patient ou la patiente est fatigué, il ne faut pas aller traiter les rouges, il faut traiter les violets, ça c'est sûr. Alors voici la fréquence de ces typologies pris sur une dizaine d'années ici dans la base de données. Oui, je m'excuse de ces termes qui sont encore en allemand. Ce séminaire ou ce webinaire a déjà été donné en plusieurs langues. Si ce n'est pas traduit en français, c'est parce que c'est une image, ce n'est pas du texte. Alors, je peux pas traduire une image, mais bon, c'est pas chinois, même si c'est allemand. Hein. Hypo-rot, c'est hypo-rouge, hypo-grün, c'est hypo-vert, hypo-blau, c'est hypo-bleu, et hypo-violet, bon, c'est hypo-violet. Hein. Donc là, c'est en pointillé. Donc vous voyez la fréquence, hein, et ça confirme ce que j'ai avancé avant, c'est surtout l'hypo-vert et l'hypo-rouge hein, qui dominent la scène hypo. Hein, on est bien d'accord. Alors, quel est le rapport entre homme-femme, hein, M mâle, F femme ou H homme-femme, hein, eh bien, il y a plus de dames hypo-vertes, il y a plus de monsieur hypo-rouge, hein, même s'il y a bien sûr des dames hypo-rouges aussi. Hein. Et ici, c'est une image encore plus parlante pour, pour m'excuser, façon de parler, que je vais me limiter pendant ce webinaire à traiter l'hypovert et l'hyporouge. Hein, parce que si vous voyez la répartition des typologies par classe d'âge et des fréquences dans les malades chroniques, hein, qu'est-ce qu'on trouve de plus exprimé et de plus fréquent? C'est exactement dans cet âge moyen, entre 30 et 50 ans ou un peu plus, qu'on trouve surtout de l'hypovert et de l'hyporouge. Hein. Donc, pour le reste de cette conférence, je vais me limiter au vert et au rouge. Je répète, des fatigués bleus, il y en a, des fatigués violets, il y en a aussi, hein, mais ça sera éventuellement, si vous insistez, pour moi, le sujet d'une autre présentation. Donc, vert et rouge en hypo. Alors, commençons par le vert. Donc, les réactions vertes glycoprotéiniques diminuées. Hein. Au centre réellement, vraiment le centre même géographique hein, de l'allée verte des paramètres verts, il y a les 4 grands paramètres que nous appelons les paramètres matriciels, hein, qui sont MES, histidine, acide acétique, acide chloranylique, hein, qui portent en L, en E par exemple, les paramètres, c'est masculin, hein, l'expression de l'activité de la matrice intercellulaire. Ce qui veut dire que quand ils sont en baisse, hein, en diminution, en blocage, vous serez confronté à ce que nos compatriotes allemands appellent la régulation de Starrheit type 2 ou la rigidité de régulation type 2, hein, le type 1 étant exactement l'inverse. Alors, ensuite, il y a ici l'ensemble de tous les paramètres verts, il y a un gradient. Hein, je répète toujours cette figure. Il y a, quand on regarde l'arbre de prime, les paramètres verts forment une allée verte, hein, une allée qui part du cétavelon, MS, histidine, acide acétique, pour terminer de l'autre côté, ophtalate acide, sulfate de nickel et finalement l'acétate de cuivre. Il y a un gradient dans cette histoire. Ils sont tous acides, hein, bien sûr, tous les glycoprotéines sont acides, mais le cétavelon, le pôle cétavelon est un peu moins acide, le pôle cuivre est beaucoup plus acide. Hein, donc ces 3 cocos-là sont plus acides, ceux-là sont moins acides. Ce qui a une signification en tant que diminution par acide, c'est augmenter, c'est tout autre chose, mais quand ils sont diminués, quand les paramètres verts, la famille verte est diminuée, mais c'est cette diminution, hein, cette baisse est menée à gauche, bien sûr, par le pôle cétavelon, souvent nous assistons à une hypofonction des neurotransmetteurs. Hein, ce qui peut se manifester, par exemple, par une hypotonie orthoadrénergique, hein, quand c'est surtout le paramètre cétavelon qui sera bas à ce moment-là, voire même dans une dépression. Hein, donc, dépression,
À ce moment-là, ces paramètres étant l'expression de la baisse de fonction de neurotransmetteurs, aussi bien noradrénaline que sérotonine. Tandis qu'à l'inverse, si c'est surtout le pôle cuivre, phtalate-acide, sulfate de nickel et cuivre, qui sera plus bas ou qui sera tiré vers le bas avec la famille verte, à ce moment-là, c'est autre chose. C'est une dystéréose. Une dystéréose pour ne pas dire hypothyréose. Alors, ce tableau, il est allemand, même s'il a été traduit en anglais. Hein, c'est le fameux tableau des 6 phases qui est le schéma de base de l'homotoxicologie établi par Reykjavik aux années 60 et 70. Et vous avez les phases humorales, les phases cellulaires. Au milieu, vous avez ces fameuses phases matricielles, matrix phases, avec the biological division, hein, de biologische Schnitt, la division biologique, hein, qui divise l'ensemble de la pathologie du tableau en 2 parties. Et les phases matricielles sont à cheval sur cette césure, sur cette division. Et au plus vous passez à gauche, vous allez voir que les bilans protéomiques qui vont en sortir, ce sont des bilans avec une baisse des glycoprotéines. Hein. Ce qui est illustré ici, ça c'est le schéma de Reykjavik également, hein, de la rigidité de régulation type 2, hein, qui est en bas. Elle est là. Hein, parce que l'inflammation, donc je veux dire l'activité, pour le dire de manière neutrale, l'activité de cette immunité cellulaire exprimée par nos paramètres verts, elle va en oscillant. Elle monte, elle descend, elle monte, et puis elle s'éteint tout doucement d'elle-même. Hein, ce qui nous permet de dire qu'une grippe, ça se guérit avec le médecin en 8 jours et sans le médecin en 1 semaine. Or, si ça reste bloqué en hyper, vous aurez la rigidité type 1, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais inversement, si ça reste bloqué en bas, avec donc des paramètres verts figés à gauche, hein, au négatif, hein, vous aurez cette rigidité de régulation type 2 avec des malades, hein, qu'on appelle en déposition, hein, le tableau de Reykjavik, et seldom ill, qui ne sont pas malades. Ce sont des gens qui disent, quand je suis malade, je ne fais pas de la fièvre, mais ça me dure 1 mois ou plus avant de guérir d'un bête virus. Hein. C'est ce type de maladie-là. Alors, ces réactions glycoprotéiques diminuées, pourquoi les femmes, hein, et ce n'est pas sexiste, pourquoi les femmes sont-elles beaucoup plus souvent hypovertes que les hommes? Il y a des hypothèses, on ne peut pas le prouver, mais il y a quelques hypothèses. C'est que la parasympathicotonie, elle est plus féminine que masculine. Alors la parasympathicotonie, puisque l'orthosympathicotonie, elle est verte, hein, donc la para sera exactement l'inverse, hein, donc les verts à gauche. Donc ça, on le retrouve plus fréquemment chez la femme que chez l'homme. Il y a dans ces hypoverts et dans ces fatigués chroniques hypovertes, il y a une énorme, enfin énorme non, j'exagère, mais quand même il y a un très très important pourcentage d'hypothyroïdie qui est sous-diagnostiqué, qui reste sous le radar, qui n'est pas diagnostiqué. Et bien sûr, l'hypothyroïdie, là, c'est encore beaucoup plus féminin que masculin. Alors, statistiquement aussi, la dépression, on la voit de manière 2 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Hein. Alors, on peut se dire, bon, est-ce que c'est la cause ou l'effet? Est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf? Hein? Est-ce que ces dames deviennent dépressives parce qu'elles ont baissé leurs paramètres verts suite à une parasympathicotonie? Hein? Ou est-ce qu'elles expriment leur dépression par un bilan hypovert? Les deux hypothèses sont valables. Alors, de notre grand spécialiste alimentaire allemand Ulf Hübel, hein, il prétend que le pourcentage d'alimentation végétarienne, voire même végane, hein, qu'on voit dans l'hypovert est beaucoup plus féminin que masculin aussi. Hein, de dire que les dames, la fréquence du régime végétarien et vegan, on le retrouve plus facilement chez la femme que chez l'homme. Finalement, la dernière hypothèse, il y en a probablement encore d'autres, c'est la dysbalance immunologique, hein, où on voit un paradoxe entre une immunité cellulaire vert qui baisse et où inversement, la patiente, puisque c'est très souvent très féminin aussi, essaye de compenser par une augmentation de l'immunité humorale bleue, hein, donc, et endocrinienne aussi. Et l'hyperbleu, là, on le sait aussi, c'est nettement plus fréquent chez la femme que chez l'homme.
Alors voici un exemple de cette rigidité. C'est une de mes patientes que j'ai suivie pendant longtemps. Je sais ce profil de la brave dame, hein, le premier, elle avait 45 ans jusqu'à 69 ans, je l'ai suivie. Hein, elle est en blocage hypovert. Donc, et elle pourrait être appelée, selon le tableau de Reykjavik, être en phase de déposition, imprégnation, donc en rigidité type 2. Son diagnostic clinique, selon nos confrères classiques, a évolué d'une fibromyalgie vers une dépression. Alors bon, what's in a name, je suis pas trop content avec ce type-là. Ça, c'est son premier bilan, pris en 2001. On peut pas le nier, il n'y a que du vert. Aussi, hein, le fameux caméléon molybdate de soude, faut pas que je vous le répète, hein, il est vert avec les verts. Donc ça, c'est vert, 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 hypo. C'est un bilan homogène en hypovert, il n'y a rien d'autre. Hein. Alors bon, la brave dame, je l'ai traitée et elle s'est améliorée spontanément aussi quand elle a changé de boulot et finalement, elle s'est améliorée assez bien spontanément quand elle a pris sa retraite. Mais quand même, au cours de route, j'ai eu l'occasion de pouvoir l'améliorer aussi. Mais quand je vois le dernier bilan, vous allez me dire, bon, t'as rien fait parce qu'elle est toujours tout aussi verte que l'autre fois. Bah, quand même, voici la différence. Donc, elle a quand même gagné, mais elle reste figée, hein, en hypovert, mais elle a quand même pu gagner un nombre d'écarts types sur ses paramètres verts diminués. Et actuellement, elle ne se plaint pas trop. Voici l'évolution de son hypo. Attention, nous sommes dans le négatif, hein, donc on était dans du plus de moins 3 écarts types. Bon, là, ça s'est amélioré et puis ça a rechuté et ça oscille maintenant un peu de ce côté. Donc, est-elle complètement sortie d'affaire? Non, mais comme elle ne travaille plus, ça marche assez bien. Alors, il y a quelques propositions de diagnostic élargi en cas d'hypovert. Je reprends la même répartition en faisant une sous-division entre cétablon et acétate de cuivre. Donc, si votre hypovert est plutôt un hypocétablon et moins un hypocuivre, et le deuxième cas de figure, bien sûr, l'inverse, hein, si vous êtes là, il y a lieu de faire ce que vous faites, je suppose, quand même assez couramment. Moi, je le fais toujours. Je ne fais jamais un bilan proteomics sans faire sur la même prise de sang aussi une biologie de laboratoire classique. Il y a lieu de faire la numérotation sanguine parce que très souvent, on trouvera une leucopénie, voire dans cette leucopénie, la neutropénie. Hein, la neutropénie, les neutrophiles qui sont la lignée myéloïde, hein, ça correspond parfaitement. Il y a pour cela aussi une formule en Gémeaux, hein, je ne l'ai pas mise ici, hein, mais que j'ai déjà pu citer plusieurs fois, une formule de gémothérapie que j'ai apprise de M. Bourdiol pendant les années 80, hein, deux petits bourgeons qui très souvent arrangent bien cette neutropénie. Il faut se poser aussi la question, quand il y a un cétablon, il y a un hypovert qui reste vraiment bloqué, rigide, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un champ perturbateur, un foyer qui est caché? Donc, il faut aller voir surtout dans la sphère ORL, les dents, mâchoire, etc. Et puis, ça c'est quand même aussi, comme nous avons fait le rapprochement hypovert et hyponeurotransmetteurs, il y a moyen de mesurer ça, on va le voir tout de suite, hein, non en mesurant les neurotransmetteurs de manière directe, mais en le mesurant de manière indirecte par leur métabolite. Par contre, si cet hypovert n'est pas surtout un cétablon, mais un hypocuivre avec nickel phtalate, à ce moment-là, il faut penser à une dystéréose. Hein. Et la première mesure à faire, ça ne coûte rien, c'est de faire la température basale, hein, pour détecter une dystéréose avec possible un bon vieux thermomètre au mercure, hein, qui est défendu actuellement par l'Europe, mais bon, il y a des alternatives. Température axillaire avant le lever, où le cut-off est de 36,4. Hein. Donc 36,4 ou plus bas, c'est trop peu. Hein, et c'est une forte indication d'une hypothyréose. Il faut faire ça pendant une semaine, en faire la moyenne. La valeur cible de la TSH, la plupart des laboratoires donnent 4. Non, c'est beaucoup trop, hein, entre 1 et 2. Hein. On peut mesurer de manière directe la T3, la T4, le sérique, ou dans les urines de 24 heures. Ce qui est pour moi, les dernières années encore beaucoup plus parlant, c'est la reverse, la T3 renversée, où à ce moment-là, si vous la faites déterminer par le laboratoire, il vous est possible de calculer ou de faire calculer
par le laboratoire ce fameux index de T3 réel vis-à-vis. Ce n'est pas un rapport, c'est pas comme le cholestérol et HDL, c'est une formule, c'est plus complexe qu'un rapport, de calculer cet index d'activité thyroïdienne qui devrait tendre vers 15 et qui même idéalement tendrait vers 20, mais 20 c'est déjà très exceptionnel. La plupart des dames qui partent en hypothyréose ont moins de 10, ils ont 5, 6, 7, 8, et moi je suis déjà très content si je parviens à les faire monter à 11, 12, 13, même s'ils n'atteignent pas encore le 15. Alors, voilà cette autre analyse que j'aime bien parce que elle permet de visualiser de manière très objective et bien sûr reproductible les valeurs des 4 grands ou de 4 grands, pas D parce qu'il y en a plusieurs, mais de 4 grands neurotransmetteurs par leur métabolite. Et cela, c'est standardisé sur des urines nocturnes. Donc, c'est des urines de 12 heures. Il faut instruire le patient ou la patiente de rassembler l'urine la première fois à 20 heures du soir, tout au long de la soirée, bien sûr la nuit s'il se lève, jusqu'à 8 heures du matin. Et puis envoyer un échantillon de cette urine mélangée, mix de 12 heures au labo et demander ces dosages-là. Je sais qu'en Allemagne aussi des laboratoires le font, je suppose qu'en France aussi il doit y avoir des laboratoires qui présentent ce type d'analyse. Parce qu'il y a moyen à ce moment-là, VMA, c'est le métabolite de la noradrénaline, homovanillic acid, c'est le métabolite de la dopamine, la GABA, elle s'appelle tout bêtement GABA, et la 5-hydroxyindolazènezure, c'est le métabolite de la sérotonine. Et mon laboratoire le donne en percentile, c'est-à-dire que 100% c'est la norme. La barre grise exprime l'écart type sur le 100%, et bien sûr les barres colorées me donnent le taux recalculé en percentile du patient ou de la patiente en question. Alors, les caractéristiques de la noradrénaline, il y en a plusieurs, mais quand ça monte, ça peut indiquer une dépression. Donc, je vous laisse lire le reste quand vous relirez. Dopamine, idem dito, quand ça baisse, fatigue, trouble de la concentration. GABA est intéressante parce qu'on ne la connaît pas trop, mais la GABA est le neurotransmetteur inhibiteur le plus important du système nerveux. C'est le principal neurotransmetteur inhibiteur à fort effet anxiolytique, ce qui veut dire que quand il est trop haut, et j'ai déjà vu plusieurs patients, on assiste à des léthargies, troubles de concentration, brouillard cérébral qu'on pourrait confondre, qu'on pourrait à ce moment là, bien sûr, appeler fatigue chronique. Donc, et finalement, le plus connu, la sérotonine, c'est la 5-hydroxyindole acetic acid, où bien sûr nous savons que si la sérotonine baisse, nous avons des images de dépression. Alors, l'intéressant de ça, c'est que par après, alors là, je m'excuse, c'est encore une image, elle est en néerlandais, c'est ma langue maternelle, mais c'est pas trop chinois, même si c'est du néerlandais. Il y a moyen que quand on trouve une diminution d'un ou de plusieurs de ces neurotransmetteurs, d'essayer en premier lieu de remédier cela par une substitution des précurseurs. Eiwit bronnen, c'est les protéines, c'est les sources protéiques, bien sûr, ce sont des acides aminés. Alors là, L-glutamine, phénylalalanine, tryptophane, je suppose que je ne dois pas traduire. Ça, c'est la lignée qui va vers le GABA, qui passe par le glutamate. La lignée de la phénylalalanine, tyrosine, attention, thyroïde, dopamine et finalement noradrénaline et adrénaline et tryptophane, 5-hydroxytryptophane et sérotonine, voire même aussi mélatonine. Donc il y a moyen d'intervenir dans cette chaîne ou dans ces chaînes au pluriel, même en ajoutant ce que vous voyez en vert, ce sont bien sûr les cofacteurs, les vitamines et les cofacteurs, les métaux, la folate, aise, sel, fer, magnésium, etc. Magnésium, manganèse, ça, c'est pas trop difficile à traduire. Donc ça, pour moi, c'est un outil très intéressant pour essayer, par voie naturelle aussi, de remédier à des déficits d'un de ces grands 4 métabolites.
Alors, qu'est-ce qu'on peut encore proposer comme stratégie thérapeutique dans ce type de régulation type 2? Bien sûr, tout ce qui est calculé par la grille de remède, ça c'est évident. Alors, le premier réflexe à avoir, comme c'est le système matriciel des paramètres verts, hein, qui est bourré, qui est en phase de déposition, hein, il faut drainer. Alors, les grandes voies de drainage, c'est bien sûr le foie, les reins et la lymphe. Et nous avons, je ne sais pas si vous l'avez en France, hein, un produit qui s'appelle Trias C. Alors, Trias, il y en a trois, hein. C'est de Cosmochema, ça a été repris plus tard par Hill, mais je crois qu'il est disponible en France aussi. Vous avez au fond trois complexes homéopathiques, Cardus, Chardon-Marie, Cosmoplex qui draine le foie, Berberis qui draine le rein et Scrofularia qui draine les lymphes. Ça, c'est un produit assez intéressant. En organo, alors là, il faut toujours dire organo, malheureusement, hein, si on peut encore en trouver, des souches, hein, les souches organothérapeutiques qui traitent, hein, l'hypovert, c'est le myocarde, l'artère, la thyroïde et l'intestin. En algues, spirulina est très connue par le grand public, mais Chlorella pyrenoidosa est bien plus documentée de manière scientifique. Il faut monter dans la dose, il faut monter à 3 grammes par jour. En micro-immunothérapie, vous avez de Labolife, le DLEID, qui marche surtout si vous avez une neutropénie qui a été prouvée. Et puis avant, nous avions bien sûr des Sérocitol qui étaient de merveilleux produits, mais bon, malheureusement, Sérolap a fait faillite. Les deux grands produits de Sérolap qui agissaient sur cet hypovert, c'était d'une part SRE et bien sûr l'autre pour le drainage des émonctoires. Nous avons étudié pendant un bout de temps aussi, alors je ne sais pas, Alain devrait le confirmer, si chez Pierre Dastier elle est encore disponible, Iresine celosia. Non, plus disponible non plus. L'herbe des Mayas, ça a été très employé par notre groupe des années 80. Alors là, je l'ai mis en allemand. Pourquoi? Parce que c'est intraductible. Umstimmung. Umstimmung en allemand veut dire, oui, bon, je ne peux pas le traduire. c'est, c'est au fond ce sont des méthodes qui essayent de raviver ce niveau matriciel, mais je suis désolé aussi que pour dire aux confrères et aux consoeurs françaises qu'il faut faire attention de ne pas transgresser tout ce qui est légal et autorisé en France. Hein. Autosanguis, l'autosan, l'ozone, UVB, dioxychlore, tout ça, c'est des méthodes avec lesquelles nous avons de bons résultats qui ont été prouvés par nos confrères allemands employés dans l'hypovert, mais malheureusement, bon, hein, ce n'est pas disponible partout. Et bien sûr, finalement, en allopathie, pourquoi pas, hein, il faut que je les note pour être complet, et il ne faut pas nier la lueur du soleil, hein, les antidépresseurs, hein, mais moi je ne prescrirai jamais un antidépresseur si je n'ai pas un bilan protéomique d'une part, et un dosage des neurotransmetteurs ou des métabolites des neurotransmetteurs d'autre part. Hein, pour dire j'y arrive pas en supplémentant avec de la tyrosine ou de la tryptophane, bien à ce moment-là, bien oui, pourquoi pas essayer quand même avec un antidépresseur, mais jamais, jamais à l'aveugle. Hein. Alors ici, j'ai répertorié, bon, je ne vais pas lire tout ça, comme Alain mettra ça en ligne, vous pourrez le copier plus tard, les équivalents en organo, hein, pour les ex-sérotistol, SRE et émonctoire. Hein, dans SRE, il y avait moelle osseuse, rate, thymus et ganglion lymphématique. Eh bien, on trouve ça chez Vala. Alors, je sais que Vala, officiellement, n'est pas, comment dire, représenté en France, mais quand même, qu'il y a beaucoup de confrères français qui peuvent arriver à des produits Vala en les commandant dans des pharmacies d'outre-Rhin. Hein. Mais Vala, aussi, et ils ne sont pas seuls, et c'est très dommage, ne fait que ôter, retirer des produits de son catalogue. Avant, Vala avait tout. Hein, il n'y avait pas une souche organique que Vala n'avait pas. Alors maintenant, je n'ose plus jurer dessus. Hein. Par exemple, toutes les souches du système nerveux ont été malheureusement retirées. Et donc, chez Vala, on trouve des D4. Hein, moelle osseuse, liens cellarat, thymus, nodes lymphatiques. Hein. Émonctoire, idem dito, vous avez toute une déclinaison hein, de ce qui pourrait servir. Mais je répète, je n'ose plus jurer dessus parce que Vala change malheureusement son catalogue un peu, je ne vais pas dire tous les jours, mais certainement tous les mois. Alors voilà pour les verts, passons dans les rouges, hein, parce que les rouges quand même, je ne vais pas dire c'est plus important,
c'est plus fréquent, hein. Alors, voici la kermesse, hein, le cercle, la rotonde, appelez-la comme vous voulez, de lipoprotéines, hein. Pourquoi est-ce que mon foie est en deux couleurs? Parce que cette image, je l'avais en allemand, j'ai retrouvé exactement la même en français, sauf que la partie ici du côté intestin en français, elle a été coupée. Donc, je l'ai ajoutée, hein. C'est pour ça que j'ai un foie en deux couleurs. Donc, il y a la petite circulation foie, intestin, bile, hein, par la bile. Et finalement, bien sûr, il y a la grande liposynthèse. Toutes les lipoprotéines sont synthétisées par le foie et exportées d'abord VLDL, puis LDL. Ça passe dans les tissus périphériques qui s'en servent et puis ça repasse par HDL et ça retourne, hein. Donc, c'est une plaque tournante. Alors, d'appeler ça le mauvais cholestérol et ça le bon cholestérol, pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu, vous savez, je ne suis pas trop euh, je suis pas trop de cette pensée-là. Il y a aussi, et je la mets ici déjà, on va verra tout de suite pourquoi, il y a cette enzyme CETP, Cholesterol Ester Transfer Protein. C'est un court-circuit, un shortcut entre HDL et LDL. Donc, quand notre organisme souffre, je pèse mes mots, souffre d'un surplus en bon cholestérol, eh bien, hop, on le reconvertit par cette voie-là en LDL, hein. Ça, c'est la physiologie. Alors, quelques images qui ne sont plus nouvelles pour vous non plus, hein, c'est la différence dans les lipides et les protéines entre hommes et femmes et selon l'âge. Ça, c'est le cholestérol total, hein, c'est le cholestérol total, bien sûr, ici exprimé, attention, pour les Françaises, les Français d'entre vous, en milligrammes pour cent, il faut ajouter 2 virgules, hein. Nous travaillons avec des 180 et vous avec 1,80, hein, ouais, finalement, c'est la même chose, hein. Alors, les hommes en bleu, les femmes en violet. Alors, il y a une différence très très nette entre hommes et femmes. La différence la plus importante, c'est que la femme monte plus haut et plus loin que l'homme, hein. Et il y a encore une beaucoup plus grande différence selon l'âge. Le fameux 1,90 qui nous est infligé par tous les labos de par le monde comme limite supérieure, c'est de la foutaise, hein. 1,90, c'est pour une jeune personne beaucoup trop. Et 1,90, c'est pour une dame de 60 ans beaucoup trop peu, hein. Je dis ça à tous mes patients, tout le monde ne chose pas du 42. Ils se mettent tous à rire, mais c'est la même idiotie de dire tout le monde doit avoir un cholestérol moins de 1,90. Donc ça pour le cholestérol total. Alors voici la même courbe, mais pour LDL. Et on voit identiquement, bon, là, il ne faut pas trop en tenir compte. Ici, à droite, ce sont des centenaires. Il n'y en avait pas trop, hein, dans la statistique, hein. Donc, le LDL, c'est le LDL qui impose cette variation liée à l'âge au cholestérol total. HDL, non, on verra tout de suite. Donc, c'est le LDL qui est lié à l'âge, hein. Et on voyait ici donc la différence encore entre hommes et femmes, hein, avec une moyenne encore en milligrammes pour cent. Donc pour vous en France, il faut mettre 0,90 et là c'est 1,0, hein. On est bien d'accord. Ça, c'est la limite inférieure pour laquelle se réjouissent tous nos cardiologues. Il faudrait faire descendre tout le monde, hein, surtout en prévention secondaire, il faudrait faire descendre tout le monde en dessous de cette frontière-là. Alors moi, je me pose quand même des questions. C'est une frontière qui n'est pas réelle dans la nature. Elle n'existe pas. Donc c'est complètement contre-naturel, hein. Alors voici HDL, hein, et là déjà remarquable aussi, les dames ont un taux de HDL nettement plus élevé que les hommes, hein. Voilà les hommes et voilà les dames. Donc les dames ont un shift vers la droite, on le voit ici aussi. Et on voit aussi surtout, et ça c'est important, qu'entre 20 et 90 ans, ça ne bouge pas, hein. Ça reste vraiment quasi linéaire. Ce qui veut dire automatiquement par là que s'il y a une différence, elle est réelle, elle est indéniable, s'il y a une différence entre hommes et femmes au niveau HDL, cette différence n'est pas causée par la différence hormonale. Elle serait conditionnelle causée par la différence hormonale, ben, il est évident qu'à ce moment-là, vous allez voir chez la femme, entre, je veux dire, 50 et 60, vous allez voir quelque chose, hein, parce que la ménopause, quand même, fait changer les hormones. Bien, la dame pré- et post-ménopausale ne change pas du tout son HDL. Donc, ce n'est pas hormonal.
Et j'ai mis ici en moyenne, hein, donc il y a SD, un écart type, il y a près de 84 écart types de plus d'HDL chez la femme que chez l'homme. Alors bon, passons maintenant au plus important, hein, c'est cholestérol, système nerveux central et ses synapses et pathologie cérébrale. Le cholestérol ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, mais la statine, oui, les statines passent la barrière hémato-encéphalique, sauf la pravastatine le fait moins que les autres. Hein. Mais le cholestérol est hyper important pour la formation des synapses. Et ce cholestérol est synthétisé sur place dans les astrocytes à partir d'acétylcoenzyme A en fonction des besoins des neurones. Hein. Et cette formation de synapses est activée par la présence de cholestérol et inhibée en cas de manque. Hein. Ça, c'est évident. Donc, les statines vont avoir un effet, c'est très évident à en déduire, sur la formation des synapses. Et cette formation de synapses, elle est hyper importante. On perd des neurones dès l'âge de 16 ans, mais des synapses, on peut en former jusqu'à être centenaire. Et au moins, on vit jusqu'à 100 ans. Hein. Mais donc, cette capacité de concentration, la mémoire, l'intelligence dépendent de l'interconnexion des cellules nerveuses entre elles par les synapses. Et encore, je répète, cette formation est inhibée par les statines qui sont capables de transgresser cette barrière hémato-encéphalique. Donc il faut se poser, si vous vous rappelez le schéma de la rotonde du cholestérol, le LDL qui apporte le cholestérol vers la périphérie et le système nerveux en est le plus grand consommateur. Hein. Notre cerveau fait à peine 3% de notre poids corporel, mais 30% de notre cholestérol corporel est concentré dans le cerveau. 3,30, c'est un facteur 10. Donc notre cervelle a besoin de 10 fois plus de cholestérol que toutes nos autres cellules. Hein. Et le HDL, il ramène du cholestérol, il en retire. Hein. C'est un voleur, je pèse mes mots, c'est un voleur. Donc il faut se dire, est-ce que ce bon cholestérol est-il vraiment si bon? Hein. Et cet HDL ne change pas, ou même à peine, en fonction de l'âge. Et comme on l'a vu, les dames ont un HDL plus élevé. Ce qui veut dire que toutes, je veux dire ça de manière neutre, de toutes les caractéristiques, et je veux dire même de manière plus avancée, toutes les pathologies qui sont liées de loin ou de près, de manière directe ou indirecte, à un taux d'HDL, vous les verrez bien sûr plus fréquemment chez la femme que chez l'homme. Hein. Et n'oubliez pas que les statines ont été conçues pour baisser LDL, mais augmentent, pas chez tout le monde, mais dans un nombre non, pas trop petit de tous les patients, faut monter encore plus HDL. Donc si vous avez déjà une disproportion, surtout chez la femme, entre un LDL bas et un HDL élevé, et si vous mettez des statines là-dessus, ça ne va pas faire l'affaire. Hein. Alors, il y a beaucoup de publications, mais celle-là, je la retiens toujours parce qu'elle m'a été vraiment donnée comme un grand cadeau de Noël. Hein. C'était Breaking News il y a 8 ans maintenant déjà dans le European Heart Journal, hein, qui est quand même une grande revue, où on disait the extreme high density lipoprotein cholesterol is paradoxally associated with high mortality in men and women. Hein. Donc, un HDL extrêmement haut est associé de manière paradoxale avec une mortalité élevée aussi bien chez l'homme que chez la femme. Dans cette publication, il y avait 2 études. Hein, où en bas, ils mettent lowest all-cause mortality, où ils mettent un taux idéal. Hein. Les laboratoires sont hypocrites. Hein. Pour le cholestérol total et pour LDL, ils ne vous donnent que la maxima. Au moins, au mieux. Non, avec 0, on est mort. Et avec HDL, on ne vous donne qu'une minima. The sky is the limit. Non, c'est de la foutaise. Hein. C'est de la foutaise. Il y a toujours une zone idéale. Alors, à base de ces études, la voici. Moi, j'ai calculé dans la population de Médina, je répète, c'est beaucoup de monde. Hein. Médina, c'est une population reprise sur 10 ans. Qui contenait 7 millions de dames et 6 millions de monsieur. Bien, la moyenne de la population masculine était de, là je l'ai mis en grammes par litre, 0,51 et pour la femme de 0,60. Alors, ce qui m'a gêné énormément, ça c'est 2016 ou 2017. Hein. Pourquoi cela n'a-t-il pas été étudié, démontré, reconnu
au moment de la débâcle de la fameuse étude Illuminate pour le torsétrapib qui allait être publiée en 2006, mais qui n'a jamais été publiée parce qu'on a dû la retirer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je répète ce schéma. Donc, le torsétrapib, c'était une molécule de Pfizer qui allait être le successeur pour remplacer le Taor de Pfizer. Et la torsétrapib est un inhibiteur de cette enzyme CETP, Cholesterol Ester Transfer Protein, donc qui est là, ici au milieu, qui est donc une voie naturelle, je le répète, de shortcut pour réaménager un surplus en HDL vers LDL. Et torsétrapib bloque cette enzyme. Résultat, HDL monte au plafond comme la tour Eiffel. Mais quel en a été le résultat? Ils ont dû casser le code après 3 ans. L'étude était prévue pour 5 ans parce que, bon, c'est en anglais, mais c'est pas chinois non plus. Dans le groupe traité par le médicament réel, il y avait une augmentation de 60% de décès. Alors voilà des tableaux que vous connaissez bien aussi, la hiérarchie des lipoprotéines en visuel partant des VLDL vers les HDL. Vous savez que la densité est déterminée par le rapport entre l'apoprotéine et la bulle lipidique. Dans les très basses densités, vous avez une grosse bulle lipidique et une petite apoprotéine. Et finalement, de l'autre côté, vous avez une grosse apoprotéine et un petit wagon lipoprotéique. Et en dessous, il y a bien sûr aussi, qu'on retrouve ici dans le tableau de droite, cette corrélation. Attention, c'est du pointillé, c'est pas de l'algèbre, c'est de la médecine. Mais on retrouve une ascension, on trouve une hiérarchie de nos paramètres où on peut très bien discerner que le foie, c'est le centre, je ne veux pas dire le centre du monde, mais c'est le centre du monde lipidique. Il y a l'étage pré-hépatique, alimentation et digestion, et l'étage post-hépatique, le système vasculaire qui joue son rôle, mais où le niveau de consommation le plus important, je le répète encore une fois, c'est le niveau du système nerveux dans tous ses échelons. Et grâce aux divers paramètres, il y a moyen de faire cette différenciation entre ces niveaux. Alors, si je reprends ça de manière très schématique, il est évident que quand vous avez les paramètres rouges à droite, vous allez avoir un système nerveux qui est en excitation. Alors, excitation, ça peut être une douleur, ça peut être des restless legs, enfin, ça peut être un côlon spastique. Et de l'autre côté, bien sûr, les rouges à gauche, ce sera la fatigue. Puisque les lipoprotéines sont surtout l'expression du système neuropsychique et de manière organiques sont l'expression du système ou du feuillet neuroectodermal. Donc la peau, finalement, en fait partie aussi, la peau étant le miroir du système nerveux, façon de parler. Donc les paramètres rouges lipoprotéiques sont des paramètres de référence pour les troubles du système nerveux. Alors on trouve de très bonnes corrélations entre tous nos paramètres rouges et le cholestérol et bien sûr LDL, puisque c'est le LDL qui détermine l'évolution du cholestérol total, on l'a vu. Voici tous nos rouges et voici on trouve des décorrélations jusqu'à 80%, ce qui est très 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 fort en biologie. Donc cholestérol total, LDL, de très bonnes corrélations entre le taux d'une part et l'activité dans le bilan protéomique de l'autre. On a un gros problème avec ceux-là. Et vous avez déjà compris que HDL, pour moi, il est très important. On trouve à peine, pour pas dire pas du tout, de corrélation statistique directe entre les deux grands paramètres HDL, le kunkelphénol, le sulfate de manganèse, et si l'albumine. Pourquoi l'albumine? Parce que l'albumine, on l'a vu là tout à l'heure dans les apoprotéines des lipoprotéines, l'albumine est l'apoprotéine des HDL, voire des VHDL, si je peux employer le terme. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de corrélation? On s'est toujours posé la question et finalement, quelques années plus tard, Alain et moi, on s'est dit, mais enfin, il faudrait quand même qu'on trouve quelque chose. Et puis c'est là qu'on a buté, qu'on s'est dit, pourquoi pas, de faire un rapport. Et on a fait un index d'activité HDL, c'est-à-dire on a mis dans ce rapport en haut le paramètre kunkelphénol et le sulfate de manganèse, et on l'a divisé par deux paramètres typiques du niveau LDL, c'est-à-dire le Bürstein
et le chlorure de manganèse héparine. Et ce rapport-là, bon, c'est un chiffre nommé, mais ce rapport a une très bonne corrélation. Hein, il monte à 75% hein, sur quand même plus de 1000 cas entre le taux de HDL hein, et donc cet index. Donc, pour voir une corrélation entre un taux de HDL dans le bilan classique et les paramètres du bilan, il faut surtout se fier hein, à cet index. Alors, il reste un cas de figure que la médecine classique ne reconnaît pas du tout en regardant les lipides. Hein, et c'est ce que nous avons appelé, grâce à notre bon confrère Helmut Sauer, hein, die reizbare Schwäche, qu'on peut traduire en français comme la faiblesse irritable. Hein. C'est probablement un diagnostic que vous n'allez pas retrouver dans les bouquins de médecine interne, enfin, qui est très réel. C'est-à-dire, ce sont des bilans et qui sont très fréquents. Hein. Ce sont des bilans où vous allez avoir une dispersion, une opposition hein, des paramètres LDL d'une part et des paramètres HDL de l'autre. Hein. Alors quand HDL monte, vous avez déjà tout de suite supposé ce sera surtout encore des dames. Hein. Et ces bilans-là, on retrouve quasi dans 80% des cas cliniques tout ce qui est neuroectodermal, hein, donc aussi bien la neuro que la dermatologie. Hein. Alors, l'intérêt de cet index, hein, quand il monte, suite à une montée absolue et ou relative, on va voir des exemples tout de suite, des paramètres concylphénol et ou sulfate de manganèse, c'est donc une expression d'excitation du système nerveux. Dans un contexte hein, que dans des grandes cohortes avec une augmentation du HDL et ou du concylphénol, les cas de maladies psychiques, psychosomatiques, y compris même les cas de suicide, ont été nettement plus fréquents. Ce qui indique que cet index est un facteur de risque neuropsychique. Hein. Alors, si je les reprends, et pour moi, c'est quand même un petit tableau que je trouve que tout le monde qui fait des protéomises devrait apprendre par cœur. C'est pas tellement difficile. Hein. Les grands indicateurs neuropsychiques, eh bien sûr, en premier, il y a les deux grands paramètres HDL, le concylphénol et le sulfate de manganèse. Et bien sûr aussi les fractions associées de la précipitation hein, du protéinogramme, qui sont les apoprotéines hein, de cet HDL, étant la globuline alpha 1 et l'albumine, qu'on retrouvera souvent groupées dans un même cluster. Puis, il faudra considérer HDL selon âge et sexe. L'âge a moins d'importance puisqu'il ne bouge pas beaucoup, mais le sexe, oui. Il ne faut pas comparer les hommes avec les femmes, ni inversement. Et bien sûr, on peut tenir compte du fameux facteur de risque classique, hein, ou de manière plus neutre, la ratio entre cholestérol total et HDL, et où HDL est le dénominateur. Chez nous, dans notre index, c'est l'inverse, il est en haut dans le rapport. Dans ces types rouges, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver une déficience fonctionnelle d'organes issus du feuillet neuroectodermique, donc la fatigue, la neurasthénie, la dépression, les maladies neurodégénératives. Les enfants avec des troubles du développement, souvent on les trouve là aussi, ce qui démontre que là, dans ces cas cliniques-là, les oméga ont bien marché. Mais ça ne marche bien que dans ces cas-là, bien sûr. Et un élément qui est difficilement traduisible en français, c'est le déficit de la rétroaction. Que quand votre système nerveux est en baisse de fonction, toutes les fonctions inhibitrices, elles sont aussi diminuées. Hein. Ce qui veut dire qu'il y aura des échappements. Hein, qu'il y aura des échappements. Et moi, j'explique toujours aux patients, vous roulez trop vite et vous ratez le virage. Vous avez raté le virage, non pas parce que vous avez appuyé trop sur le champignon du gaz, mais non, pas parce que vous n'avez pas assez freiné. C'est pas la même chose. Hein. Donc, si vous ne freinez pas assez, il y a un déficit de la rétroaction et un déficit du contrôle neuronal. Hein. Alors ici, il y a un grand circuit, mais ça nous mènerait trop loin. J'ai coupé un peu. Si ça vous intéresse, je vous le passerai. Hein, pour ceux qui m'ont déjà écouté avant et l'ont déjà vu, il y a un circuit, hein, d'une part, entre la production de lipoprotéines et la consommation de l'autre. Mais j'ai gardé les deux, donc absorption et digestion d'un côté et synthèse et dispersion de l'autre. J'ai gardé les deux côtés pour quand même vous dire quelles sont les possibilités, hein, parce qu'il y a toute une cascade hein,
qui joue dans ce cercle, quelles sont les possibilités d'y intervenir, hein, euh, avec des enzymes, avec des probiotiques au niveau de l'intestin, avec des enzymes pancréatiques au niveau du pancréas, hein, et avec des sels biliaires au niveau de la bile, puisque ça joue dans la résorption, hein, et inversement, il y a moyen aussi d'intervenir sur le côté synthèse, hein. Donc, à droite, dans ce cercle, nous assistons à une hyposynthèse, hein. Eh bien, il y a moyen de l'augmenter par le chardon-marie. Le chardon-marie, qui est une plante merveilleuse, qui agit dans les deux sens, hein, au niveau de la synthèse hépatique des lipoprotéines, aussi bien quand vous êtes en trop que quand vous êtes en trop peu, hein. Mais donc, en trop peu, certainement, il ne faut pas l'oublier. L'organothérapie, ben oui, bien sûr, hein, si on peut encore avoir y accès, hein, il ne faut pas la rater. La formule magistrale, hein, donc en phytothérapie, qui agit de manière élective sur l'hypo-rouge, et bien sûr, ne pas oublier dans la grille de remèdes, tout ce qui est calculé, c'est surtout les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est de la graisse, hein, et toutes les huiles essentielles sont lipotropes et sont neurotropes, hein. Vous ouvrez un bouquin d'aromathérapie, vous allez toujours voir que toutes ces huiles essentielles sont neurotropes, hein, et réconfortent ce système-là, hein. En orthomoléculaire, il y a moyen de faire de l'oméga 3, il y a du squalène, c'est l'oméga 2, les vitamines grasses, la coenzyme Q10, et sur l'HDL, il y a le millepertuis qui a une action également. Ça, c'est la boîte noire de l'algorithme du type rouge, hein, pour vous montrer simplement qu'il n'y a pas à gauche seulement des paramètres rouges, non, il y a aussi un nombre de paramètres à droite qui sont donc reconnus par l'algorithme du système pour dire, hein, et il en tient compte pour déterminer dans vos protocoles que nous assistons à un bilan hypo-rouge. Alors, passons quand même, hein, parce que l'heure passe, hein, à quelques exemples cliniques. Ceci, c'est un patient du cabinet Fischer, et donc c'est pour ça qu'il est resté en allemand. Comme il me manque le nom, je n'ai pas pu retrouver l'équivalent en français, mais enfin, je répète toujours, si c'est de l'allemand, c'est pas chinois, hein. Donc, vous avez là à gauche un bilan en asymétrie gauche, avec tous les rouges à gauche, et surtout le molybdate de soude et le phosphotungstate de soude, qui sont des paramètres pré-hépatiques, hein. Je crois que j'ai ajouté ça, voilà, c'est ça, hein. Donc, vous avez une baisse surtout des LDL. Vous voyez que le concholphénol, hein, il est en train de baisser aussi, mais il n'est pas, c'est pas lui qui est à l'extrême gauche, hein. Donc c'est un problème pré-hépatique, c'est un problème qu'il faudrait résoudre, hein, en agissant sur la digestion, sur l'alimentation, sur la résorption, etc., etc. C'est certainement un patient, hein, moi je ne l'ai pas connu, qui fait une stéatorée et qui fait une malabsorption. Donc là, vous avez un hypo-rouge qui est surtout pré-hépatique, hein. Et le brave monsieur présente une diarrhée chronique avec de la stéatorée. Il est fatigué, bien sûr, il est même cachectique. Il est à un certain moment dit être dépressif, et regardez son cholestérol total, hein. Oh le pauvre, il n'a qu'1,39. Donc on était parti de ce monsieur, hein, avec un déficit de ces lipoprotéines en pré-hépatique, avec un trouble de la résorption, hein, avec une stéatorée d'ailleurs prouvée, pour monter au cas suivant, une dame de 50 ans où, par contre, il y a les paramètres typiquement HDL qui sont trop bas, hein. Donc, où on est en déficit post-hépatique, hein, et les symptômes sont concomitants. Il y a une agitation, hein, qui est pourquoi elle est agitée, et pourtant elle est à gauche, elle est en hypo. Elle est agitée parce qu'elle ne retient pas. C'est un manque de contrôle. Il y a des troubles de concentration, troubles du sommeil. Il y a des douleurs, encore des douleurs qui sont aussi des phénomènes d'échappement, hein, et finalement, pour rendre l'image neuroectodermale complète, elle souffre d'un urticaire. Donc, c'est du neuroectodermal dans tous ses aspects. Alors, c'est encore un cas du cabinet Fischer. Voilà un bilan suivi, hein. Elle a été traitée, hein, avec des probiotiques, du Terrazine, qui sont des enzymes. Elle a été traitée par millepertuis. Elle a eu de l'organothérapie. À l'époque, on en avait encore sur quelquefois, mais il n'y a pas d'amélioration subjective. Pourquoi? Il y a son concholphénol qui reste complètement figé à gauche. Donc, même si Madame Fischer a fait son meilleur possible pour la traiter, aussi longtemps que ça ne bouge pas, eh bien, on peut expliquer pourquoi, de manière clinique, ça n'est pas amélioré.
Ça, c'est une de mes patientes, hein, c'est une jeune dame, 36 ans, qui se plaint de fatigue chronique, mais pourtant elle fait du sport à tout casser, hein. Bien sûr, c'est surtout une fatigue chronique mentale, hein, et elle souffre également, d'un nombre d'éléments cliniques, typiquement neuro ou neuro-octodermal. Elle a un herpès aussi bien labial que génital, hein, là j'ai oublié l'accent, et une colopathie fonctionnelle, hein. Et on voit dans ce bilan, d'abord dans ses lipides classiques, elle a un cholestérol total de 1,75, ce qui est correct pour la dame de son âge, mais par contre, elle a un HDL beaucoup trop haut, 1,1, qui devrait être entre 0,54 et 0,70, ce qui donne un rapport qui est beaucoup trop bas, hein. Les rapports pourraient être de mémoire facile, pour moi, je dis les rapports à normal entre 3 et 4, moins de 3, c'est trop bas, hein. Moins de 2,5, c'est beaucoup trop bas et moins de 2, c'est la catastrophe, hein. Parce que moins de 2, ça veut dire qu'en effet, plus de la moitié, hein, 1,75, plus de la moitié de son cholestérol, c'est du HDL. C'est un voleur, c'est un voleur. Et comme le bilan est étroit, notre index là, il est malheureusement peu parlant. Mais encore, on ne peut pas s'y tromper. Donc même dans ces bilans-là, on voit les LDL à gauche, soit les voir où sont les HDL. Eh bien, ils sont là. Il y a le dextrane qui est à zéro, hein, et il y a le sulfate de manganèse, il y a le concylphénol, il y a les sérines et non, il n'y a pas. Si, l'alpha 1 aussi. Donc, le cluster est complet. Donc, il y a le cluster HDL, même s'il n'est pas augmenté, mais il est bien sûr augmenté de manière relative vis-à-vis de cet LDL qui est bas, hein. Je crois qu'ici, on a un cas encore plus parlant, hein. Donc, une dame, jeune dame aussi, 37 ans, fatigue chronique, migraine, herpès encore, spasmophilie, avec un cholestérol total massomé non normal, mais encore, voilà, hein, un HDL beaucoup trop haut avec un rapport donc beaucoup trop bas, 1,64, et chez nous aussi un index qui tombe encore dans les limites. Et là aussi, on voit LDL complètement, c'est du préhépatique, hein, molybdate de soude et phosphatoxyde de soude, hein, beaucoup trop bas, et un HDL pas réellement augmenté, mais augmenté de manière relative vu que les autres sont trop bas. Là, il a fallu traiter par du préhépatique, hein. Alors bon, donc cette thérapie pour l'hypo rouge, hein, on en a déjà parlé dans plusieurs aspects. Il y a le chardon-marie que je trouve crucial, le chardon-marie ou Cardus marianus, dont l'alcaloïde la plus importante, c'est la silimarine. Il faut monter haut, hein, 2-3 fois par jour, 500 mg par jour, qui agit donc sur cette synthèse hépatique. Et je répète, ça agit aussi bien sur les rouges à droite que sur les rouges à gauche, hein. En cas de HDL bas et de concylphénol bas, c'est l'indication par excellence du millepertuis, hein. Il ne faut pas donner du millepertuis aveuglément, il faut prescrire le millepertuis dans ces cas-là, hein. Il faut donner beaucoup, hein. Il faut voir que vous avez un produit, et c'est toujours un peu le problème avec les produits présentés comme compléments alimentaires, hein. Il n'y a pas l'indication de la teneur en produits actifs. Donc, il faut trouver un millepertuis qui vous indique, qui est standardisé, qui vous indique quelle est la teneur en hypéricine. Et il faut essayer de monter à 2000 gamma d'hypéricine par jour. La formule phyto-magistrale hyper-rouge, si vous ne l'avez pas, passez un petit mot à Alain, hein, il va vous envoyer le tableau complet de toutes les formules colorées. Et malheureusement, oui, bon, c'était magnifique à l'époque, surtout le diencéphale et les produits de système, ils ont fait faillite, hein. Alors, thérapie avec l'allopathie, le lien avec l'allopathie, bien sûr, quand vous avez un hypo rouge, la première question à poser, c'est est-ce que vous prenez une thérapie hypolipémiante, hein, parce que si on laisse faire les confrères cardiologues, avec n'importe quelle plainte, si vous allez avec de la sueur aux pieds chez le cardiologue, vous sortez avec des statines, hein. Je pèse mes mots. Donc, il faut arrêter, voire minimiser ou voire même adapter la thérapie hypolipémiante, surtout si ce sont des statines, hein. Parce que si on laisse faire les cardiologues et si on donne aux patients les doses, surtout actuellement, la torvastatine, avant 20 mg, maintenant c'est du 80, hein. Ils sont devenus fous furieux, hein. Donc vous avez toujours des bilans qui sont complètement à gauche, hein, hein, et qui malheureusement ne donnent pas des symptômes de mémoire ou de fatigue.
cérébrale immédiate. Ce n'est qu'après un certain nombre de mois, après un certain nombre de mois de prise du produit en question. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau alimentaire? Alors là, la photo que vous voyez, c'est notre grand spécialiste alimentaire, Ulf Hübel, hein, qui dit il faut leur donner des protéines saines, hein, d'animaux de pâturage ou d'animaux sauvages, commencer par un demi-gramme par kilo de poids corporel qu'il faut augmenter. Hein. Et puis, il faut surtout donner des graisses, hein, et augmenter lentement les graisses jusqu'à ce que la majorité des calories proviennent des graisses, alors non pas insaturées, hein, mais les graisses saturées et monoinsaturées. Donc, des œufs, du beurre, du crème, avocat, huile d'olive et des huiles medium chain triglycerides, donc je ne sais pas comment dire en français, hein, des huiles triglycérides de chaîne moyenne. Hein. Et alors là, et c'est pas très pratique si on propose ça aux patients. J'ai pas souvent eu beaucoup de succès. Au moins 1 kg de légumes verts et colorés cuits dans du beurre clarifié, de la graisse de coco. Hein, et essayer de s'abstenir de crudité. Et ajouter des suppléments alimentaires sous forme d'enzymes, sous forme de sel biliaire et même d'acide stomacal, acide chlorique. Quelques suggestions au niveau orthomoléculaire, les oméga 3, bien sûr. Hein. Et chez l'adulte, plutôt EPA que DHA, même si récemment il y a des études qui démontrent que DHA est important aussi, et non seulement pour la femme enceinte, pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. Mais au niveau littérature, c'est surtout l'EPA qui est bien documenté. Il faut monter haut, hein, il faut monter jusqu'à 2 grammes d'EPA. Et c'est là souvent le problème. Là aussi, il faut avoir des produits avec huile de poisson qui sont standardisés. Hein, parce que si vous avez des capsules d'huile de poisson de 1 gramme où il y a 500 mg d'oméga 3, bien 3 sur 2, il y a 300 mg d'EPA. Donc il faut en donner 7 par jour. Avec 7 par jour, 7 grammes de capsules huileuses par jour, ça risque d'activer la toilette. La squalène, parfois, j'en ai moins usité les derniers temps. La squalène, elle se retrouve dans la synthèse du cholestérol. La squalène, c'est de l'oméga 2. Hein. Elle peut être intéressante. La coenzyme Q10, bien sûr, parce qu'elle aussi est atteinte par les statines. Les vitamines grasses, le complexe B pour le système nerveux, les antioxydants, sélénium, zinc, tout ça peut jouer. Alors finalement, ici, dans ce cas de figure de dispersion LDL-HDL, hein, thérapie complémentaire, ce qui est à éviter, ce sont les denrées qui font monter le HDL. Alors bon, là, malheureusement, pour tous ceux qui sont en dessous de la Loire, l'alcool, hein, et encore plus le vin blanc que le vin rouge, parce qu'il contient moins d'antioxydants. Et le café fait monter le HDL. Et le bon chocolat belge, hein, donc le chocolat noir. Hein, donc dans l'alcool, le café, le chocolat noir, il y a le même type de xanthine qui agissent sur cette synthèse d'HDL. Hein. Alors la formule que j'ai déjà pu vous présenter souvent, nous avons fait, Alain et moi, il y a plusieurs années, une recherche dans la grille de remèdes pour savoir quelles sont les plantes qui ont une action préférentielle, hein, sur c'est l'inverse du millepertuis, hein, donc sur un concholphénol à droite. Hein, donc un hyper concholphénol, un hyper HDL, c'est l'avoine en teinture mère, c'est le scutellaire, attention, pas n'importe lequel, hein, le scutellaria galericulata en teinture mère et le bourgeon du génévrier en macérat glycériné. Et ces trois-là ensemble. Et ça marche. Ça, je peux vous le promettre, je l'ai prescrit des centaines de fois. Hein, ça marche même très bien. Avant, quand on disposait que le bourgeon en D1, je donnais le bourgeon le matin, une cuillère à café correspondant à 100 gouttes, et je donnais le soir les 2 teintures mères mixtes, une fois après le repas du soir et une deuxième fois au coucher, parce que souvent ces gens-là ont aussi un sommeil beaucoup trop superficiel. Ils sont agités au niveau nerveux et ne passent pas assez fréquemment dans la phase de sommeil profond. Et c'est la première chose qu'ils vous répondent quand ils ont mis en place cette formule, c'est qu'ils ont un sommeil qui est beaucoup plus réparateur. Les antifractions, jadis, oui, malheureusement, ne plus disponibles. Hein. L'organothérapie, si encore on en trouve en équivalent, voilà,
Cerolap aussi, malheureusement, je suis désolé hein, pour la dernière diapo que je dois dire, hein, ça a fait faillite aussi. En orthomoléculaire, le magnésium agit sur cette dispersion. Hein, et avant, pour moi, c'était la preuve et le magnésium a une action immédiate, mais qui est symptomatique et qui n'est pas perdurable. Hein. Avant, pour moi, dans un bilan dispersé, je donnais du magnésium. Si ça améliorait le problème, c'était pour moi l'indication, sans aucun doute, de donner du diencéphale, mais que donc malheureusement, nous n'avons plus. En oméga 3, je l'ai déjà dit, EPA, monté jusqu'à 2 grammes par jour. Alors, en allopathie, oui, des neuroleptiques à très basse dose. La sulpiride, hein, les comprimés de sulpiride sont à 200 mg, mais ils sont sécables, on peut les couper en 4. Donc 50 mg de sulpiride, une fois par jour, ça marche. Et bien sûr, faire attention aux statines. Et puis le sport, oui, il faut les faire bouger, mais pas trop, hein, parce que le sport excessif aussi, on a pu montrer que ça fait monter le HDL. Voilà, je crois que nous sommes passés à la dernière. En effet, est-ce que l'image est toujours là, Alain? Oui. Alors, j'ai de loin, oui, dépassé d'un quart d'heure mon temps. Je ne sais pas s'il reste des questions, des remarques, des critiques. Je suis ouvert à cela. Ah, l'intérêt des produits médiamines. Parce que médiamine, j'en ai très peu d'expérience. C'est notre ami Marc Carrère qui devrait Oui. intervenir parce qu'il les connaît bien. Il a pas mal d'expérience avec ces Ben, produits. si j'ai. Attends, tu veux couper ton micro parce que j'ai un écho qui est gênant. Si j'ai bien compris, les produits médiamine, c'est un peu, j'ai pas un équivalent, mais c'est comparable au sérocitol jadis. Hein, ce sont des produits qui sont fabriqués en injectant la poule avec des antigènes et où l'anticorps apparaît dans le jaune d'œuf. Ce qui permet, bien sûr, et ça c'est un énorme avantage, de présenter le produit comme complément alimentaire. Parce que qu'est-ce qui est plus élémentaire que le jaune d'œuf, hein? Ben Marc, vas-y. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Marc. Oui, moi je connais pas tous les produits médiamine. Ceux sur lesquels je suis absolument certain, c'est le rein, hein, donc Nefra, le Spira pour les poumons, Oui. Capilla pour les cheveux, Artima pour les articulations, mais pour le reste, Cardima, j'ai pas de retour net pour pouvoir dire ça a une action précise Ouais. et ça donne des résultats certains. Moi, pour Mais, ceux que j'ai cités, on a de bons résultats. mais est-ce que dans leur gamme, que tu saches, est-ce qu'ils ont un produit type foie et un produit type système Non, nerveux? ils ont un produit type système nerveux. La question, c'est, je ne sais pas à quel niveau ça agit du système nerveux. Et, Voilà. Moi, je fais ouais. mes propres retours sur Oui, les produits, oui, oui. mais Mais il est, je crois, et là, c'est pas moi qui parle, mais c'est nos ancêtres, hein, nos grands maîtres Paclet et compagnie, au niveau d'organothérapie. Hein, quand nous considérons cette hiérarchie de lipoprotéines, le foie est essentiel. Hein. Quelques organothérapies que nous avons faites pour des bilans rouges, on a toujours mis le foie. Hein, parce que oui, c'est la plaque tournante de tout ce qui est lipidique. Et en fonction que la pathologie et ou le bilan soit plus pré-hépatique, on a ajouté le pancréas, l'intestin, et ou plus post-hépatique, on a ajouté les antigènes du système nerveux. Mais le foie était toujours présent. Hein. Alors, la formule standard passe-partout de Paclet, Martin, c'était foie, cortex, pancréas. Hein, ça passe toujours. Mais donc, je ne sais pas si Mediamine n'a pas ces équivalents-là dans le cas de l'hypo. Je crois que les produits Mediamine sont très valables. Mais j'en ai. Pardon? Ils ont un hépatima quand même? Bah oui, ça vaudrait la peine d'essayer, tiens. Est-ce qu'ils sont facilement accessibles en France, ces produits? oui, oui, pas de Oui, problème. pas de problème. Oui, chez nous aussi, sauf que à mes braves paysans flamands, je dois expliquer qu'ils doivent commander ça en ligne en français. Alors bon, même là encore, je vais me répéter, si c'est pas chinois, pour un flamand, le français, c'est compliqué aussi. Donc c'est une des raisons pourquoi, en effet,
Je n'ai pas encore trop d'expérience. Mais je suis absolument ouvert que si... Il faudra essayer dans les rouges. S'ils ont un hépatima, pourquoi pas, hein, il faut essayer. Hein. Tout à fait d'accord. Ça vaut la peine d'essayer, effectivement, et d'envoyer le retour. Oui, absolument. Merci pour cette remarque. Oui, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, on vous entend. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une question par rapport à la suppression des crudités. Oui. que vous avez évoquée. Oui. Je vais renvoyer la balle. Faudrait traduire ça en allemand et demander à Ulf Hübel. Je ne connais pas trop bien la rationalité qu'il y a derrière. Je sais seulement que Ulf, je le connais personnellement bien, il est hyper sérieux. Il a lu, il a étudié. C'est pas croyable. C'est une véritable encyclopédie promenante au niveau de tout ce qui est alimentaire et non pas seulement en fonction de diététique classique, puisqu'il a toujours mis en place, il travaille dans le cabinet de Madame Fischer, il travaille dans d'autres cabinets en Allemagne aussi, il a toujours mis en place et fait le contrôle de tout ce qu'il fait au niveau alimentaire par contrôle du bilan protéomique. Donc, je suis persuadé qu'il sait de quoi il parle. Hein, mais éviter les crudités, je crois surtout qu'il met l'accent, non pas d'éviter les crudités, mais surtout il faut bouffer des légumes. 1 kilo de légumes, c'est énorme. Hein, 1 kilo de légumes, mais qui sont préparés dans de la graisse de coco, le beurre clarifié ou le beurre. Hein. Je pourrais même ajouter, et là je sors un peu du cadre de votre question, je pourrais même ajouter, parce qu'il me l'a demandé aussi, il avait une idée à ce propos. Moi j'ai un cas, alors bon, un cas ne fait pas une statistique, hein, mais c'est un cas hypo-rouge où je me suis cassé les dents pendant des années et des années, où j'ai tout essayé, et finalement c'est elle-même, c'est une dame qui s'est lancée, il ne faut pas vous étonner, dans le régime à 100% carnivore. Elle est complètement guérie. Elle se sent en parfaite santé, ça marche du tonnerre, elle est indépendante, elle a une boutique et son bilan aussi est complètement redressé. J'ai des tas de bilans qui sont bloqués en hypo-rouge. Alors bon, ça m'a très étonné. Je sais que Ulf Hübel, maintenant, il m'a demandé ce cas-là. Il est en train de faire des recherches sur cet élément-là, mais il n'a pas encore publié. Donc, mais pour aller dire ça, on pourrait dire par l'inverse aussi que tout ce qui est vegan, ça on le sait, hein, c'est pas sain. Hein. Les végétariens, ça marche, ça marche, hein, mais tous les bilans vegan, ils sont en hypo, c'est pas sérieux. Mais donc, je suis sorti là du cadre de votre question sur les crudités. Si je peux apporter un complément d'information à propos du travail de Ulf Hübel, vous avez sur notre site 4 vidéos faites par lui sur nutrition et profil protéomique. Donc, il aborde vraiment tous ces aspects-là. Ce sont des vidéos assez longues et très, très bien faites par Ulf Hübel. Donc, il suffit de... Mais ils sont en allemand? Non, en français. En français? Oui. Dans tous les mails, il y a les liens dans tous les mails qui ont été envoyés. Et en particulier, dans l'invitation, vous aviez le lien vers cette série de webinaires donnés par Ulf Hübel, entièrement traduit en français, diapos en français. Et comment tu as fait pour lui faire parler français? Intelligence artificielle, Eleven Labs, traduction, etc. C'est formidable. Très bien. Alors, une question, Zeus. Oui. C'est la quantité d'oméga 3. Oui. Moi, j'ai des patients qui ne supportent pas des doses aussi importantes d'acide gras oméga 3 et qui font des nausées, des vomissements, simplement parce que le système biliaire étant un peu bloqué,
j'agirais plutôt prudemment. Oui, mais là, je suis tout à fait d'accord. Il faut monter par grade, hein. Mais le problème est très souvent, ça dépend de la marque, hein. C'est ce que j'ai dit là tout à l'heure, hein. Les fabricants d'oméga 3 présentent des capsules de 1 gramme d'huile de poisson, hein, avec une contenance de 50%, enfin, ou moins, d'acides gras essentiels. Et donc, si dans ces 50%, ce qui veut dire 500 milligrammes, le rapport naturel est maintenu, 3,2, ça fait 300 milligrammes d'EPA, hein. Alors, si dans les études qui ont été publiées, souvent, ils montent donc vers ces 2 grammes. Mais donner 2 grammes d'office, surtout si c'est 7 capsules d'un gramme d'huile, c'est pas c'est pas faisable, hein. C'est pas faisable. Nous avons ici, chez nous, sur le marché, une spécialité où je crois que chez vous, en France, vous avez un truc qui s'appelle Omega Gold, où même la relation ou le rapport EPA-DHA a été forcé 9:1. Je peux me tromper, hein. Mais je sais, chez nous, le produit que moi je prescris, c'est 750 milligrammes d'EPA par capsule. Alors je dis aux gens, commencez par une, essayez de monter à 3. Et si c'est 3, c'est trop, vous en prenez 2, bien sûr, hein. Ça, c'est évident. Non, là, je suis tout à fait d'accord qu'il faut monter par grade. Mais je suis persuadé non, mais je suis presque certain quand même que s'il y a des intolérances, c'est à cause des autres huiles, le ballast qu'il y a dedans, hein, à côté des huiles essentielles qui sont contenues dans la capsule. D'accord. Enfin, c'est ce que je pense. Je vérifierai. Merci. Il faut voir. Oui, je répète que si quelques diapos qui contenaient des schémas ont été passés un peu trop vite, je m'en excuse. Vous allez les retrouver comme Alain va les mettre en ligne. Sinon, vous me passez un petit mail ou vous me passez un petit mail par le biais d'Alain et je vous envoie ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux clôturer? Oui, et merci encore. Oui, mais on en apprend à chaque fois. Avec grand plaisir. Allez. Alors, je vous dis à toutes et à tous, bonne soirée et à la prochaine. Bonne soirée. À la Merci. prochaine. Au revoir.